450 millions de dollars. Un chiffre qui, ailleurs, évoquerait la prospérité. Mais, ici, au Burkina Faso, il résonne comme une provocation. Quand les camions d'aide américaine se sont annoncés à Ouagadougou, ce n'est pas la gratitude qui a répondu, mais le silence. Pourquoi un pays affamé refuserait-il une telle manne? La réponse réside dans l'identité, la dignité et un choix audacieux. Ibrahim Traoré, le président de la nation, savait que ce geste risqué allait redéfinir l'avenir de son peuple. Ibrahim Traoré a pris une décision qui pourrait changer le destin de son pays. En face de l'offre d'aide de 450 millions de dollars des États-Unis, un pays en proie à la faim, il a choisi de refuser. Ce n'était pas une décision facile, et il savait que les conséquences pourraient être graves. Isolement, représailles, peut-être même la famine. Cependant, il était également conscient que le prix à payer ne se limitait pas à du soja ou du riz, mais à la souveraineté de son pays. La dépendance à l'aide étrangère condamnerait le Burkina Faso à une soumission permanente aux intérêts étrangers. Avec la ferme volonté de préserver l'indépendance et la dignité de son peuple, Ibrahim Traoré a fait une promesse forte. Nous nourrirons notre pays par nos propres moyens. C'était un acte de défi et de résistance, un geste symbolique, mais porteur d'un message clair. La souveraineté avant tout. Le 22 février, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a pris une décision inattendue qui allait marquer un tournant dans l'histoire de son pays. Ce geste radical a pris la forme d'un refus catégorique d'un accord de 450 millions de dollars d'aide américaine, une somme conséquente dans un pays en difficulté. Cependant, cette décision ne résulte pas d'un manque de ressources, mais plutôt d'un choix fondamental, la préservation de la souveraineté et de la liberté du pays. Le Burkina Faso n'a pas voulu accepter un don qui était en réalité une forme de contrôle déguisé, car chaque sac de riz et chaque tonne de soja était conditionnée par des intérêts étrangers, notamment des firmes américaines. L'origine de cette décision remonte à une lecture attentive des clauses d'un accord d'aide agricole. L'une des conditions stipulait que les semences utilisées devaient être génétiquement modifiées, importées et exclusivement contrôlées par des entreprises américaines. Cela signifiait que le Burkina Faso perdait son autonomie en matière de production agricole, devenant ainsi dépendant de l'extérieur pour ses semences et son approvisionnement. Lorsque Ibrahim Traoré a pris connaissance de cette clause, il a immédiatement compris que l'offre d'aide n'était pas une faveur mais une stratégie de domination subtile. Face à cette réalité, le président a pris une décision audacieuse. Refuser cette aide. Pour lui, l'aide étrangère qui impose des conditions ne pouvait pas être acceptée. En agissant ainsi, il a envoyé un message fort à son peuple et au monde entier. Le Burkina Faso choisira la voie de l'indépendance, quitte à prendre des risques économiques, mais jamais au prix de sa dignité. La décision de refuser l'aide de 450 millions de dollars a fait plus que de secouer la scène internationale. Pour Ibrahim Traoré, elle représentait l'aube d'une ère nouvelle, où le peuple burkinabé pouvait à nouveau reprendre les rênes de son avenir. Mais cette audace n'a pas seulement été un geste symbolique, elle a entraîné des actions concrètes qui allaient redéfinir l'agriculture et la politique économique du pays. Les premiers effets ont été visibles à Ouagadougou et dans les villages alentours, où la décision de Traoré a insufflé un souffle d'espoir parmi la population. Le pays se préparait à faire face à des défis redoutables, mais aussi à saisir l'opportunité de se libérer de l'emprise de l'aide internationale. En soutenant l'agriculture locale, le président a proposé une alternative radicale mais nécessaire. Le refus de la dépendance aux semences génétiquement modifiées et au contrôle des multinationales était avant tout un acte de souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas seulement une question économique, mais une question d'identité. Il savait que pour que le Burkina Faso retrouve son indépendance, il fallait d'abord que ses citoyens se réapproprient
leurs terres, leurs semences et leurs moyens de production. Dans les rues de Ouagadougou, l'air était rempli d'une énergie nouvelle. Les paysans, les jeunes, les femmes, tous semblaient se rassembler autour de l'idée d'un renouveau. Les radios locales relayaient les discours du président, et l'idée de souveraineté agricole d'abord est devenue un cri de ralliement. Ce n'était plus une simple question de ressources alimentaires, mais de dignité et de liberté. La route serait semée d'embûches, mais les Burkinabés étaient prêts à marcher sur cette voie incertaine. Le refus de l'aide américaine par Ibrahim Traoré a marqué le début d'une série d'événements qui ont transformé la trajectoire du Burkina Faso. Ce moment historique ne fut pas seulement une réaction ponctuelle, mais le point de départ d'une série de décisions et d'actions qui ont réorienté la politique agricole et économique du pays. Le premier choc a été ressenti à l'international. Dès l'annonce du refus, les diplomates américains et européens ont réagi rapidement, qualifiant le geste de provocation et d'irresponsabilité. À Washington, des voix se sont élevées pour dénoncer ce qu'elles percevaient comme une erreur stratégique, suggérant que le Burkina Faso se privait de décennies de progrès en matière de sécurité alimentaire et de modernisation agricole. Cependant, au-delà des réactions diplomatiques, c'est dans le pays même que le véritable changement a commencé à s'opérer. À Ouagadougou, la capitale, le discours de Traoré a fait écho à une époque révolue, où l'indépendance du pays n'était pas négociable. Les radios locales, souvent critiques du pouvoir en place, ont commencé à relayer le message du président. « Nous ferons pousser ce que nos ancêtres ont semé », répétait-elle, incitant ainsi à un renouveau. Ce discours n'était pas seulement une réponse à la pression internationale, mais aussi un appel à la responsabilité nationale. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple burkinabé commençait à voir au-delà des promesses d'aides externes et se tourner vers une alternative plus autonome. Dans les villages reculés, la nouvelle se propageait rapidement. Les paysans, les agriculteurs, mais aussi les jeunes des villes ont commencé à prendre conscience de l'importance de ce choix. Ce n'était plus simplement une question de politique, mais de survie. À travers la décision de refuser l'aide, Ibrahim Traoré avait réussi à réveiller un esprit de solidarité et de fierté nationale qui semblait avoir été perdu au fil des ans de dépendance. Les premiers mois ont été difficiles. Le gouvernement, avec le soutien de la société civile, a lancé un programme inédit pour soutenir l'agriculture locale. Ce programme, financé par les réserves d'or du pays, a permis la réhabilitation de plus de 200 000 hectares de terres agricoles, ainsi que la mise en place de pépinières de semences adaptées au climat sahélien. Les fermiers locaux ont été formés à de nouvelles méthodes de culture, plus respectueuses des sols et plus résistantes aux sécheresses. En parallèle, un mouvement de coopératives agricoles a commencé à émerger. Ce qui avait commencé comme une réponse aux défis agricoles s'est rapidement transformé en un mouvement de réappropriation des ressources locales. Les femmes, souvent reléguées au second plan dans les réformes économiques précédentes, ont pris les devants dans ces nouvelles initiatives, dirigeant les premières semailles et créant des réseaux de solidarité dans les campagnes. L'agriculture, en particulier, a commencé à jouer un rôle central dans la redéfinition de l'économie burkinabé. Le modèle de souveraineté alimentaire prôné par Ibrahim Traoré n'était pas simplement un idéal politique, mais une nécessité économique. La dépendance alimentaire coûtait trop cher, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de contrôle sur les ressources naturelles du pays. Et puis, les premiers résultats ont commencé à apparaître. En l'espace de quelques mois, plusieurs indicateurs clés ont montré que le Burkina Faso était sur la bonne voie. Les chiffres sont éloquents et leur impact est palpable non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans l'économie et le bien-être des Burkinabés. Le premier signe visible a été la réhabilitation de plus de 200 000 hectares de terres agricoles. Cela a permis aux paysans de cultiver des semences locales, résistantes aux conditions climatiques extrêmes du Sahel. En conséquence, la production alimentaire a augmenté de manière significative dans les zones pilotes, ce qui a conduit à une réduction de la dépendance aux importations de produits agricoles. La part des importations alimentaires
a baissé de 18% au cours de la première année. Un chiffre impressionnant qui a démontré que le modèle local pouvait réellement rivaliser avec les grandes productions industrielles des pays étrangers. En parallèle, le gouvernement burkinabé a investi dans la formation des agriculteurs locaux, en mettant en place des pépinières de semences adaptées aux conditions locales. Ces semences, baptisées burkinabé, ont prouvé leur résistance aux températures élevées et ont nécessité 30% moins d'eau que les variétés importées. Cette innovation a été un véritable coup de maître, permettant au pays de surmonter une partie de ses défis liés à la sécheresse et aux pénuries d'eau. Les résultats ne se limitaient pas seulement à l'agriculture. Un autre domaine dans lequel les chiffres ont montré un impact direct a été la création d'emplois. En un an, plus de 40 000 nouveaux agriculteurs ont rejoint les coopératives rurales, principalement des jeunes qui, auparavant, cherchaient que des opportunités à l'étranger. Cette migration interne a contribué à revitaliser les zones rurales, qui avaient souffert de l'exode des jeunes vers les villes et l'Europe. Le secteur économique en général a également bénéficié de cette réorientation. Les coopératives ont commencé à vendre leurs produits sur le marché local, réduisant ainsi la dépendance aux importations étrangères et stimulant la production nationale. Le soutien accordé aux petites entreprises locales, comme les huileries et les tisserands, a entraîné une amélioration de la balance commerciale agricole du pays de 10%, un chiffre modeste mais symbolique pour une nation longtemps considérée comme dépendante de l'aide étrangère. Le secteur éducatif a également été touché par cette transition. Les écoles rurales ont intégré l'idée de la souveraineté alimentaire dans leurs programmes, enseignant aux enfants l'importance de l'autonomie et de la préservation des ressources naturelles. Cela a contribué à renforcer la cohésion sociale et à cultiver un sentiment de fierté nationale chez la nouvelle génération. Les données économiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les témoignages de paysans et d'agriculteurs qui ont retrouvé leur dignité et leur espoir grâce à l'autosuffisance alimentaire ont été tout aussi révélateurs. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de chiffres, mais de la possibilité de nourrir leur famille sans dépendre d'un système extérieur souvent incertain. Mais tout n'a pas été sans opposition. L'approche d'Ibrahim Traoré a fait face à une vive critique, non seulement de la part de la communauté internationale, mais aussi de certains experts locaux et d'opposants politiques. Leur argument central était que le refus de l'aide internationale risquait d'entraîner une crise alimentaire à court terme et de prolonger la pauvreté dans le pays. Selon eux, les 450 millions de dollars offerts par les États-Unis auraient permis de moderniser l'agriculture du Burkina Faso, d'apporter une aide précieuse à la population et de développer des infrastructures agricoles de haute qualité. Leurs critiques soulignaient que sans ces investissements étrangers, le pays risquait de se retrouver isolé et vulnérable face aux défis environnementaux, notamment la sécheresse. L'un des arguments les plus forts des détracteurs était que la souveraineté alimentaire, prônée par Traoré, n'était pas réalisable à court terme. Il pointait sur le fait que les semences locales, bien qu'adaptées aux conditions climatiques, ne pouvaient pas rivaliser avec la productivité des variétés importées, souvent génétiquement modifiées, pour être plus résistantes et produire en plus grande quantité. L'accès aux technologies modernes de l'agriculture, y compris les engrais et les pesticides, semblait indispensable pour faire face aux défis agricoles du Sahel. En réponse à ces critiques, Ibrahim Traoré a réaffirmé sa position en soulignant que l'indépendance et la souveraineté ne pouvaient être compromises au nom du court terme. Il a également rappelé que l'histoire du Burkina Faso, et plus largement de l'Afrique, montrait que la dépendance à l'aide étrangère n'avait jamais conduit à une véritable autonomie. Le modèle de Traoré ne visait pas à atteindre une productivité maximale dans l'immédiat, mais à construire une base solide et durable sur laquelle le pays pourrait compter à long terme. Ibrahim Traoré a également fait valoir que la dépendance à l'aide étrangère avait des conséquences profondes et insidieuses. Il a dénoncé la manière dont certaines puissances étrangères utilisaient l'aide comme un outil de domination économique,
imposant des conditions et des protocoles qui laissaient peu de place à l'autonomie. Le refus de l'aide, selon lui, était un acte de réclamation de la dignité nationale, un acte de résistance face à une réalité mondiale où la liberté était souvent achetée au prix de la dépendance. En réponse à ceux qui soutenaient que l'aide était indispensable pour un développement rapide, Traoré a mis en avant l'exemple de plusieurs nations africaines qui, en dépit de décennies d'aide, continuaient de lutter contre la pauvreté et l'instabilité. Pour lui, la vraie solution résidait dans la construction d'une économie locale forte et autonome, capable de résister aux fluctuations mondiales et de répondre aux besoins de la population sans être soumise à l'influence extérieure. Nous ne semons pas du soja, nous semons notre indépendance. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au lancement des premières semailles dans la région de Koudou, allait devenir le cri de ralliement d'un peuple tout entier. À ce moment-là, la décision de refuser l'aide de 450 millions de dollars n'était plus simplement une politique agricole, mais un mouvement national. Traoré ne se contentait pas de réorganiser l'agriculture du Burkina Faso, il redéfinissait ce que cela signifiait être libre. À Koudou, où les premières graines locales ont été plantées, les agriculteurs n'étaient pas seulement en train de cultiver la terre. Ils cultivaient un avenir sans tutelle étrangère, un futur où le pays se nourrirait lui-même. Ce geste symbolique est devenu un moment pivot dans le processus de transformation nationale. Le pays se trouvait à la croisée des chemins, soit il poursuivait sur la voie de la dépendance et de l'assistance extérieure, soit il embrassait le défi d'une autarcie courageuse. Le lancement de ce programme de souveraineté alimentaire a inspiré une vague de soutien populaire. Les Burkinabés, longtemps habitués à regarder vers l'extérieur pour des solutions, se sont tournés vers leurs racines et ont vu dans ce choix non seulement une nécessité mais aussi un acte de fierté nationale. Ce n'était pas qu'un plan agricole, c'était une révolution silencieuse. Et peu à peu, les premiers résultats de cette politique ont commencé à se manifester non seulement dans les champs, mais également dans les vies des Burkinabés. Au-delà des chiffres agricoles, c'est un changement profond qui s'opérait dans la mentalité collective du pays. En dépit des critiques internationales et des inquiétudes internes, les effets de cette décision courageuse étaient désormais visibles. L'une des premières conséquences a été la création d'une véritable dynamique locale. En moins d'un an, le nombre de coopératives agricoles a explosé à travers tout le pays. Les femmes, traditionnellement exclues des réformes agricoles, ont pris les rênes des premières semailles et ont dirigé des initiatives d'entraide pour la production locale. Ce changement de leadership dans le domaine agricole a permis de redonner aux Burkinabés la maîtrise de leur destin économique, tout en générant une solidarité sans précédent dans les zones rurales. En parallèle, la mise en place de pépinières de semences adaptées au climat du Sahel a permis aux fermiers locaux de cultiver des produits résistants à la sécheresse. Les nouvelles semences, telles que les Burkinabés, ont prouvé leur efficacité. Elles ont non seulement permis d'augmenter les rendements agricoles dans les régions pilotes, mais elles ont aussi montré que le pays pouvait réduire sa dépendance vis-à-vis des semences génétiquement modifiées, importées. En outre, les paysans ont commencé à partager leurs semences et leur savoir-faire à travers les communautés rurales, créant ainsi un réseau d'échanges qui a favorisé la résilience du secteur agricole. D'un point de vue économique, la baisse de la part des importations alimentaires, de 18% au cours de la première année, a eu des effets significatifs sur la balance commerciale du pays. Cette réduction des importations, combinée à une augmentation de la production locale, a non seulement renforcé l'économie nationale, mais elle a aussi réduit la vulnérabilité de l'agriculture burkinabé aux fluctuations mondiales des prix. Cependant, tout n'a pas été cité sans difficulté. Le pays a dû faire face à des périodes de sécheresse, et la transition vers un modèle agricole plus durable n'a pas été exempte de défis. Les récoltes ont été insuffisantes dans certaines zones, et des erreurs ont été commises. Mais l'important était que ces défis étaient affrontés avec une nouvelle attitude, celle de la persévérance et de l'espoir. Plutôt que de se résigner,
Les Burkinabés ont pris le temps d'analyser leurs erreurs et de les corriger, en s'appuyant sur des solutions locales et une solidarité renforcée. C'était une approche de croissance par l'apprentissage et non pas de simple consommation d'aide extérieure. Ce qui était en jeu n'était pas seulement l'alimentation du pays, mais aussi la dignité d'une nation. En refusant l'aide extérieure, Ibrahim Traoré a mis en avant une vision à long terme, une transformation profonde de l'identité du Burkina Faso. Il ne s'agissait pas de résoudre un problème immédiat, mais de garantir un futur où les Burkinabés seraient maîtres de leur destin. Alors que le Burkina Faso poursuit son chemin vers l'autosuffisance agricole, plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. Ibrahim Traoré a toujours affirmé que la souveraineté alimentaire serait un processus long et complexe. Mais il a également prévu des trajectoires possibles en fonction des défis auxquels le pays serait confronté. Dans le premier cas, le plus probable, le Burkina Faso continue sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Mais la croissance reste modérée. Les récoltes locales couvrent environ 65% des besoins nationaux, une proportion importante, mais qui ne permet pas une autonomie totale. Cependant, la coopération régionale avec des pays comme le Mali et le Niger se renforce, consolidant ainsi une ceinture de souveraineté qui aide à maintenir l'équilibre alimentaire. Cette croissance mesurée est accompagnée d'une stabilité relative, où le pays se développe lentement mais sûrement, en préservant son indépendance, sans prendre trop de risques. Le défi majeur ici serait de maintenir l'élan face à des difficultés climatiques ou des pressions extérieures. Dans un autre cas, plus optimiste, le modèle burkinabé commence à inspirer toute la région du Sahel. Le Burkina Faso devient un leader en matière de souveraineté agricole, et des alliances régionales se forment, notamment avec le Mali et le Niger, pour développer une économie agricole afro-centrée. Les ONG africaines, à la place des agences occidentales, prennent de plus en plus en charge les projets de développement. Les jeunes, autrefois tentés par l'émigration, commencent à revenir dans les campagnes, attirés par la promesse d'un avenir sans dette. Ce chemin ouvre la voie à une ère nouvelle, où le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience pour d'autres nations du continent, malgré les obstacles encore à surmonter. Dans un dernier cas, le plus sombre, le Burkina Faso est confronté à des sécheresses plus sévères, des pénuries alimentaires et un retrait progressif des bailleurs de fonds internationaux. Le pays, isolé, souffre économiquement et les tensions sociales commencent à émerger. Le modèle de souveraineté alimentaire, bien qu'essentiel, ne parvient pas à répondre rapidement à tous les besoins. L'inflation grimpe et des pénuries alimentaires se font sentir dans certaines régions. Toutefois, même dans cette situation difficile, Ibrahim Traoré reste ferme dans sa conviction que l'indépendance alimentaire, bien que risquée, est préférable à une sécurité sous tutelle. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso est à un carrefour historique. Il a choisi une voie difficile, mais potentiellement libératrice. Peu importe l'issue, une chose reste claire. La souveraineté ne se mesure pas seulement en termes de récolte ou d'exportation, mais dans la capacité du pays à choisir son destin sans devoir se plier aux volontés étrangères. Le modèle de souveraineté alimentaire mis en place par Ibrahim Traoré ne touche pas seulement les agriculteurs ou les experts économiques. Il résonne profondément avec les Burkinabés, qui, après des années de dépendance, voient en ce mouvement une opportunité de transformation personnelle et collective. Pour eux, la question n'est pas seulement de produire plus de nourriture, mais de restaurer un sentiment de fierté et de dignité nationale. Les jeunes, autrefois attirés par l'idée de l'émigration vers l'Europe ou d'autres régions du monde, commencent à redéfinir leurs aspirations. Plutôt que de chercher à fuir les difficultés économiques, beaucoup commencent à y avoir un avenir dans les champs de leur propre pays. Les coopératives agricoles, principalement dirigées par des femmes, deviennent des symboles de résilience et de renouveau. Ces femmes, souvent ignorées des politiques économiques précédentes, jouent désormais un rôle central dans la construction d'une économie plus juste et plus locale. Les écoles
elles aussi jouaient un rôle crucial dans ce processus. Les enfants apprennent dès le plus jeune âge l'importance de l'indépendance et de la souveraineté. Ils sont éduqués sur les bienfaits clés de cultiver leur propre nourriture et sur la nécessité de protéger les ressources naturelles du pays. Ces valeurs se transmettent de génération en génération, devenant des principes fondamentaux qui guideront le Burkina Faso dans les années à venir. Ce mouvement va au-delà des frontières agricoles. C'est un mouvement social, un retour aux racines, un appel à l'unité nationale. Ibrahim Traoré a réussi à insuffler un esprit de communauté dans un pays où la peur et la résignation étaient autrefois omniprésentes. Aujourd'hui, le pays est plus uni que jamais autour d'un projet commun, celui de se nourrir, mais surtout de se libérer de l'aide et de la dépendance. Alors que le Burkina Faso avance sur son chemin de souveraineté alimentaire, Ibrahim Traoré a présenté une feuille de route claire pour garantir le succès de ce projet ambitieux. Cette feuille de route repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, il s'agit de replanter la mémoire en redécouvrant et en préservant les semences locales. Les scientifiques et les agriculteurs traditionnels travaillent ensemble pour recenser les variétés de plantes qui ont résisté aux conditions du Sahel au fil des siècles. Ces semences doivent être cultivées et adaptées pour créer une banque nationale du vivant, afin de garantir l'indépendance des générations futures face aux cultures génétiquement modifiées. Ensuite, former avant de financer reste une priorité. La formation des agriculteurs passe aînée avant tout. Plutôt que de distribuer des subventions directement, le gouvernement met en place un réseau d'écoles rurales où les saisons agricoles sont utilisées comme terrain d'apprentissage. Cela permet aux agriculteurs de développer leurs compétences tout en contribuant activement à la production locale. La transmission du savoir avant l'aide financière est essentielle pour bâtir une autonomie durable. Enfin, mutualiser les outils devient un levier clé. Il s'agit d'encourager la fabrication locale d'équipements agricoles. Plutôt que de dépendre des importations, le gouvernement soutient la création d'ateliers communautaires capables de fabriquer et réparer le matériel agricole sur place. Cela renforce l'indépendance du pays, tout en créant de nouveaux emplois et en réduisant les coûts liés aux importations. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré cherche non seulement à nourrir son pays, mais aussi à renforcer les liens entre les générations et à promouvoir une économie plus juste et plus durable. C'est un plan qui ne repose pas seulement sur des chiffres, mais sur une vision profonde du Burkina Faso comme nation libre et indépendante. Le chemin parcouru par Ibrahim Traoré et le Burkina Faso est plus qu'une simple histoire de politique agricole. C'est une histoire de résilience, de dignité et de fierté retrouvée. À travers sa décision de refuser l'aide internationale, le président a offert à son peuple bien plus qu'une indépendance alimentaire. Il a ravivé l'esprit de solidarité, d'autosuffisance et de liberté. Le pays, autrefois défini par sa dépendance, s'est réinventé à travers une révolution silencieuse, enracinée dans la terre elle-même. Cette transition ne s'est pas réalisée sans difficulté. Il y a eu des échecs, des erreurs et des moments de doute. Mais ce qui a émergé de tout cela, c'est une nation unie, prête à relever les défis ensemble. Dans les champs de Koudou, là où tout a commencé, les Burkinabés ne récoltent pas seulement des graines, mais des symboles d'espoir pour les générations futures. Ibrahim Traoré a posé une question simple mais fondamentale. Peut-on vivre sans choix? Et à travers sa réponse, le Burkina Faso a prouvé que, même dans l'adversité, un peuple peut se relever, se nourrir et surtout se libérer. C'est dans cette liberté, dans cette souveraineté retrouvée, que réside l'avenir du Burkina Faso. Ce n'est pas la fin, mais une nouvelle naissance. L'histoire du Burkina Faso n'est pas un simple récit de politique ou d'économie. C'est un appel à l'action, une invitation à remettre en question notre propre vision de la dépendance et de la liberté. Ibrahim Traoré, en refusant l'aide internationale et en optant pour l'autosuffisance, nous rappelle que chaque nation, chaque peuple, doit pouvoir choisir son propre destin.
Mais au-delà du Burkina Faso, cette histoire a des répercussions qui résonnent à travers le monde. À ceux qui se sentent captifs de systèmes économiques qui les dépendent des autres, la question est simple. Quand avons-nous fait le choix de notre indépendance ? Peut-être que la vraie révolution n'est pas de chercher des solutions externes, mais de trouver celles qui sont déjà en nous. Le Burkina Faso nous invite à réfléchir sur ce que cela signifie pour nous tous. Si vous croyez que la dignité et la souveraineté sont des valeurs essentielles, partagez cette histoire. Si vous pensez qu'un peuple peut se relever sans permission, faites-en parler autour de vous. Car dans chaque champ cultivé, dans chaque graine semée, se cache une idée plus grande, celle de nourrir la liberté. Et c'est à nous tous de l'arroser.